Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons étudier les solides de l'espace et plus particulièrement ceux du programme de 5e. Au niveau des connaissances et compétences, il va falloir construire et mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé droit ou d'un cylindre. Représenter le volume d'un pavé droit, d'un prisme droit, d'un cylindre, calculer le volume d'un assemblage de ces solides, effectuer des conversions d'unités, vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités pour le calcul de différents volumes, utiliser la correspondance entre les unités de volume et celles de contenance, et puis être capable de reconnaître certains solides qui ont déjà été vus et en primaire et en 6e et complétés cette année. Reconnaître des solides. Alors il y a un site qui est très bien, c'est un des sites, il n'y en a pas beaucoup que je recommande. En tapant dmontrard.free.fr, vous verrez, il y a plein de possibilités. J'en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Alors, définition de solide, donc ça va être en premier un polyèdre. Poly signifie plusieurs, donc va être un solide dont les faces sont des polygones. Polygone, on va voir que ça va avoir plusieurs côtés. Les côtés des polygones sont les arêtes et leurs extrémités sont des points appelés sommets. Donc finalement, ça, ce sont des définitions qui ne sont pas nouvelles. Un trait rouge dans la marge, il faut connaître le vocabulaire polyèdre, arête, sommet et même polygone. Exemple de différents polyèdres qui ont été vus soit les années passées, soit que vous connaissez. Donc, le pavé droit et le cube. Pavé droit qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle. Le cube qui est un pavé droit particulier. Donc, prisme droit, on va l'étudier un peu plus cette année. Et la pyramide, ce sera davantage l'année prochaine. Alors, certains solides, il faut savoir que ce ne sont pas des polyèdres. Ils n'ont pas des faces qui sont des polygones. Par exemple, le cylindre, le cône et la boule. Alors le cylindre, il va être étudié cette année. Le cône, c'est au programme de 4e. Et la boule, au programme de 3e. Si on fait une petite observation sur le site de Daniel Montrard, eh bien par exemple, voilà, ici vous avez un exemple et vous pouvez même, entre guillemets, jouer avec. Par exemple, parmi ces formes, quelles sont celles qui sont un cylindre? Donc voilà, on met dans la case. Et à chaque fois, il y a un petit pouce qui se lève. Ah, pourquoi là ça ne veut pas? Si, voilà, cône. Ça, c'est un prisme. Ça, c'est une pyramide. Ça, c'est une boule. Là, ça aussi une boule. Ça, c'est une pyramide. Si ça veut bien tenir dedans. En fait, j'ai réduit un peu la taille pour que ça arrive à tenir. Ça, c'est un prisme. Alors, si... Voilà. Donc, un premier exemple. Il y a d'autres utilisations. Par exemple, je vais en montrer tout de suite un second avec les prismes. Et en plus, en cliquant avec la souris, on peut les faire tourner dans l'espace. Donc n'hésitez pas à aller voir son site qui est vraiment remarquable et pour les différents niveaux scolaires. Donc nous reprenons. Ici,
Alors après avoir reconnu des solides un peu classiques, on va voir, premier solide particulier de l'année de 5e, les prismes droits. Alors un prisme droit, il va être composé déjà de deux faces polygonales superposables. Donc les faces peuvent être des triangles, rectangles, carrés, pentagones, etc. Différentes possibilités. Et ces faces polygonales superposables, donc qui vont parfaitement être l'une sur l'autre, si on veut les superposer, donc vont être les bases. Et voilà, ici je les ai séparées. Là on a le prisme droit en entier, en perspective. Et là j'ai isolé à chaque fois les deux bases qui sont des faces polygonales. Ici triangle, ici un quadrilatère, c'est peut-être un rectangle, on n'est pas sûr, ou peut-être un parallélogramme, et ici deux pentagones. Donc si je les découpais, on pourrait parfaitement les superposer l'un sur l'autre. Et comme vous le voyez, les bases, ça ne va pas suffire à former le prisme, il va falloir également des faces rectangulaires, obligatoirement rectangulaires, pour toutes les autres faces. Absolument toutes. Et c'est ce qu'on va appeler les faces latérales. Alors, bien sûr, là, donc, je les ai isolés également. Attention, on est dans l'espace, on est en perspective cavalière, mais il ne faut pas se tromper. Cette face-là, celle-ci, ce sont bien, par exemple, 3 rectangles. Et ici, on aurait 5 rectangles, autant que d'arêtes de base. Là, c'est une base à 4 côtés, donc là, il y aurait 1, 2, celle de derrière et celle de dessous qui en ferait partie. Attention, dessus, c'est ce qui serait en bleu. En fait, là, je pourrais me dire ce qui est ici par rapport à ma représentation là. Voilà. Donc, définition à connaître d'un prisme droit. On peut noter que là, on a une arête latérale. Et puis, en rouge, j'ai représenté une hauteur. Donc, c'est ce qui va joindre la hauteur, les deux bases. Alors, j'ai mis celle-ci, j'aurais pu mettre celle-là ou celle-là. De même, j'ai mis une hauteur ici, ça aurait pu être celle-ci ou encore une autre, ou ailleurs. Un point qui rejoindrait ici à ici perpendiculairement, ce serait aussi une arête. De même, ici, je pourrais prendre une arête qui rejoint perpendiculairement les deux bases. Poursuivons par des remarques. Première remarque, les arêtes qui relient les bases sont les arêtes latérales et ce sont aussi des hauteurs. C'est ce que j'ai expliqué juste avant. Donc, par exemple, ici c'est une hauteur, mais c'est aussi les arêtes latérales. Deuxième remarque, quand les bases sont aussi des rectangles, alors on a un pavé droit ou parallélépipède rectangle. C'est le cas ici, on pourrait se dire que là, ces deux faces superposables, ces deux bases sont des rectangles, et à ce moment-là, ici, on aurait un pavé droit ou parallélépipède rectangle vu en 6e. Alors, représentation en perspective cavalière et patron. Donc ça, vous en avez travaillé dans les années passées. Alors j'ai fait un schéma. Là, on va avoir la figure, le prisme droit en perspective cavalière. On se souvient que les arêtes cachées sont en pointillés. Et le patron, c'est un peu comme si on dépliait ces différentes bases et faces latérales. Alors, ce que j'aime bien dire à mes élèves pour les aider, c'est que par exemple, ceci, ça s'assemblerait avec ceci. Donc on a forcément une même longueur. De même, cette arête-là, elle vient s'assembler avec celle-ci. Là, on aurait comme ça. Ici. Puis là, donc celle-ci, elle viendrait
Donc ça permet de voir dans des exercices si il n'y a pas d'erreur dans la réalisation d'un patron. Et cette arête-ci viendrait s'assembler avec celle-là. On le voit d'ailleurs, si on observe bien ici, vous voyez, ceci s'assemble avec cela, ici avec celle-ci, etc. Après, il faut pratiquer, c'est l'idéal. Quand on représente un prisme droit en perspective cavalière, les segments parallèles dans la réalité le sont aussi sur la représentation. Ça veut dire que si, par exemple, là, sur la représentation, cette arête est parallèle à celle-là, ça veut dire que dans la réalité aussi. Et ces quatre arêtes, ici, qui seraient des hauteurs, si elles sont parallèles sur la figure, c'est qu'elles le sont aussi dans la réalité. Et enfin, petit rappel, un patron est une représentation d'un volume dans le plan, donc à plat. Ici, on a la représentation en perspective cavalière. Ici, on a la représentation du patron. Nous allons passer au cylindre de révolution. Description. Alors un cylindre, c'est un peu, par exemple, là, un feutre comme ceci. Ça a la forme d'un cylindre. Les bâtons de colle, ça a aussi la forme d'un cylindre. Un rouleau d'essuie-tout ou de papier toilette, c'est la forme d'un cylindre, vous connaissez. Donc ça va être un solide qui va être composé, un peu comme le prisme droit. Si on observe, il va y avoir déjà deux bases qui vont être cette fois-ci des disques superposables. Donc des disques qui vont avoir exactement le même rayon. Là, j'ai isolé les bases des deux cylindres de révolution. Et puis ce n'est pas tout. En effet, là on pourrait se dire il manque quelque chose. Il va manquer ce qui est ici en marron. Ah, pardon. Donc disque de base relié perpendiculairement par une longueur qui correspondrait à la hauteur. Et donc, il nous manque la surface latérale. C'est un peu comme si vous enlevez l'étiquette qui est autour d'une boîte de conserve, qui a cette forme-là, qui a la forme d'un cylindre. Si vous enlevez l'étiquette, et je vous encourage à le faire à la maison pour observer, vous allez avoir la surface latérale. Donc, définition qu'il faut connaître. Remarque. Alors, le cylindre de révolution, en fait, on l'obtient, on le crée grâce à un rectangle qui tourne, dont on va faire une révolution autour de l'un de ses côtés. Je vais vous montrer ça avec le site de Daniel Montrard. Alors, voilà, alors on ne va pas regarder ici, c'est là que ça va se passer. Donc là, il faut imaginer que ce qui est en orange, est-ce que je vais arriver à bien le montrer? Voilà. Là, ceci, ça a la forme d'un rectangle. Alors, je vais le remettre un peu comme tout à l'heure. Voilà. Et ce rectangle, on va le faire tourner autour de ce côté-là, comme si je mettais un doigt au niveau du doigt bleu, du point bleu, et un doigt ici. Et je veux lui faire une rotation. Alors, je vais faire une rotation lente. Et regardez bien, ici, ce rectangle qui tourne autour de l'un de ses côtés, il va former, tout doucement, un cylindre de révolution, puisqu'on le fait tourner de 360 degrés. Et de même, on pourrait le mettre dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, on va retrouver le rectangle. Là, on voit bien le rectangle en orange. Et en même temps, on peut le faire tourner. Voilà. Donc voilà pour cette figure.
Alors après avoir vu ce qu'est un cylindre de révolution, on va voir sa représentation en perspective cavalière et son patron. Là aussi, il va y avoir des ressemblances avec le prisme droit. Donc le voilà en perspective cavalière, avec ces deux bases qui sont des disques, parfaitement superposables, et sa surface latérale. Et en fait, si on déplie, eh ben on va avoir les deux bases qui sont des disques, qui ont un certain rayon, et puis la hauteur ici en rouge, qui correspondrait à ceci. Voilà. Et la question est, quelle serait la longueur de ce rectangle, de l'étiquette qui entoure ce cylindre de révolution? Eh bien, on devine, tout comme pour le patron de tout à l'heure, que si on devait l'assembler, ceci irait se fixer ici, ceci ici, etc. Donc en fait, cette longueur-là va être exactement la même que le périmètre du disque de base. Et le périmètre d'une base, c'est 2 fois pi fois rayon. Rappel de formule qu'il faut connaître. Là aussi, il faut pratiquer en faisant quelques exercices de construction puis de découpage pour observer son assemblage. Alors avant de voir les volumes, je vais revenir sur le site de Daniel Montrard pour montrer deux exemples de patrons. Alors on va déjà faire le patron d'un prisme droit. Par exemple ici, un prisme à base pentagonale. Il y a 5 arêtes. Donc si je le referme, voilà, on peut déjà redresser ou abaisser les bases. Et les faces latérales qui sont toutes des triangles, il y a bien 5 triangles puisqu'il y a 5 côtés ici. Et donc si je referme, voilà, on obtiendrait ceci. Et je remets les bases. Et voilà, et là on a bien un prisme droit. Vous voyez, je peux le déplacer dans l'espace. Alors je peux modifier aussi le nombre de côtés. Voilà, là ce serait 3 côtés. Je peux ouvrir. Et si je déplie, on obtient bien 3 faces latérales. Alors maintenant, un petit patron avec un cylindre de révolution. Donc comme ici la hauteur est de 13,3, on voit qu'ici on a aussi 13,3. Par contre ici, ça dépend du rayon, 2 fois pi fois rayon. Et si j'augmente ou si je diminue la hauteur, et bien forcément, le rectangle de la face latérale est également modifié. Et si je modifie le rayon, et bien le rayon, il augmente. Et la longueur ici du rectangle varie aussi. Voilà. Donc quelques animations que je souhaitais vous montrer. On revient à notre cours avec les volumes. Maintenant, volume d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution, ça va être simple, c'est la même formule pour les deux types de volumes. C'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc on va étudier quelques cas particuliers et les cas généraux. Donc un prisme droit quelconque, là c'est à base triangulaire, mais ça pourrait être une autre base. Donc ça revient exactement à la même formule, aire de la base qui est en bleu, fois la hauteur.
Si jamais on a un pavé droit ou parallélépipède rectangle, si on considère ici en bleu que ce sont mes bases, donc ça va être R de la base, donc ce sont des rectangles. Donc un rectangle c'est longueur fois largeur, fois toujours la hauteur. Donc ça, en fait, c'est l'aire qui est ici. C'est l'aire du rectangle, ou bien encore, voilà. Pour un cube, bah c'est ultra particulier puisque toutes les arêtes ont même longueur. Donc en fait, la longueur et la largeur, ici, de la base, ont les mêmes distances. Donc ça va être côté fois côté fois côté, ou bien côté au cube. Et le cylindre de révolution, bah c'est toujours R de la base fois la hauteur. La base est un disque, et un disque, donc ici, pareil, je pourrais... Et un disque, la formule c'est pi fois rayon au carré, et il nous reste toujours la hauteur. Donc ça c'est des formules qu'il faut mémoriser, qu'il faut absolument savoir par cœur. Je mets donc un trait rouge dans la marge. Alors après, si on est amené, c'est ce qui va venir après, à calculer des assemblages de volumes, par exemple si on a un solide où on a deux cubes identiques, eh ben on fera le volume d'un cube fois le volume de l'autre cube. Si on assemble ces deux objets ensemble, il faudra calculer ce volume-là et ajouter ce volume-là. C'est donc, comme je le disais, le petit 2. Pour calculer un volume d'un assemblage de solides, on peut décomposer en solides usuels, puis additionner leurs volumes respectifs. Ça tombe régulièrement au brevet. Par exemple, vous avez un solide qui peut avoir... tiens, hop. Cette forme-là, eh ben, on calculera le volume de cet objet-là, de ce solide-là, puis le volume de l'autre solide. Mais ça aussi, il faut pratiquer. Pour finir, unité de volume. Donc il existe différentes unités de volume, ça vous le savez, dans la vie courante, vous en connaissez. Et pour en changer, vous avez déjà travaillé, entre autres en classe de primaire et en sixième, avec des tableaux de conversion. Alors en voilà un classique, avec l'unité de référence, le mètre cube, juste après ou avant, ça dépend comment on l'appelle, les décamètres cubes, les hectomètres cubes, ici décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Je vous rappelle que comme c'est un volume, c'est en cubes, et là il y a 3 petites colonnes à chaque fois pour toutes les unités. Et puis, il existe donc le volume qu'on dit de contenance, avec, comme unité de référence, le litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre, le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre. Attention, c'est bien un L majuscule, et après, il y a des minuscules, comme vous l'observez bien. Donc ça, ce tableau, cette partie du tableau de conversion, c'est vraiment utile de la connaître par cœur, et de ne pas hésiter à faire un petit schéma au brouillon, si on en a besoin. Donc on observe par exemple que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc si on prend un cube de 10 cm de côté, un décimètre, 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, ce qui correspond à peu de choses près à une brique de jus de fruits ou une brique de lait, et bien à ce moment-là, ça correspond bien à 1 litre. Sauf que la brique, ce n'est pas tout à fait un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Alors on va voir quelques exemples. Par exemple, si on veut convertir 700 cm3 en décimètres cubes. Donc on va placer dans le tableau les 700 cm3.
sans se tromper. On a 700 cm3, donc les centimètres cubes, la première colonne, c'est là. Donc là, on en a au total bien 700 cm3. On convertit ça en décimètres cubes. Donc à ce moment-là, eh ben ici, il faut rajouter un zéro, une virgule. Donc on a 0,7 décimètres cubes. Convertissons 2 décamètres cubes en décimètres cubes. Donc on a 2 décamètres cubes, on le veut en décimètres cubes, donc ça va aller jusqu'ici les décimètres cubes. Donc on peut rajouter sur son brouillon un certain nombre de zéros. Et donc on a au total 2 millions de décimètres cubes. Maintenant, convertissons avec les unités de contenance. 0,5 litres ou 1 demi-litre. Donc, on met 0 litre,5. Combien ça fait de centilitres? Eh bien, il faut aller jusqu'à la case centilitres. Et au total des centilitres, là, on va faire abstraction de ce 0 à cause de la virgule. On obtient donc 50 centilitres. Et enfin, 1 mètre cube en litres. Donc 1 mètre cube. En litres, il faut aller jusque là. Donc 1 mètre cube, c'est un cube d'un mètre de côté. Donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et bien dans un cube de 1 mètre de côté, donc 1 mètre cube, il y a au total 1000 litres. Donc voilà pour les unités de volume. Bien entendu, comme je le dis régulièrement, maintenant il faut pratiquer, il faut faire des exercices. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur, à revoir cette vidéo plus tranquillement ou dans les parties qui vous posent problème, de manière à ce que ça se consolide dans votre mémoire et que ce soit efficace. C'est très utilisé dans la vie courante, vous vous en doutez. Bonne utilisation!